Donc, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Hier, nous célébrions la Journée mondiale de l'eau et nous débutions cette semaine de conférences sur le thème de l'eau et de la santé. Cet événement est porté par deux associations, Hydraulique sans frontières et l'eau à Lyon et la pompe de Cornouailles. Celles-ci se mobilisent depuis 5 ans pour organiser des événements à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Hydraulique sans frontières est une association qui a été créée il y a 30 ans et qui œuvre dans des projets d'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement dans des pays en développement, et œuvre aussi pour la formation de techniciens et de gestionnaires de l'eau, comme cela a pu être présenté lors de la conférence d'hier soir. L'eau à Lyon et la pompe de Cornouailles valorisent quant à elles l'ancienne usine des eaux de Lyon à Saint-Clair, classée ensemble industriel remarquable. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Jean Freinet. Bonsoir Jean. Bonsoir, Pauline. Vous êtes professeur, vous êtes professeur émérite de l'université Claude Bernard Lyon 1 et vous avez réalisé votre carrière au sein des Hospices civils de Lyon dans le domaine de la bactériologie médicale. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages techniques. L'un d'eux a d'ailleurs été publié par les Cahiers de Saint-Clair, l'édition de l'association L'eau à Lyon et la pompe de Cornouailles. Votre nouveau livre, intitulé « De la peste de Justinien à la Covid-19, histoire des infections à Lyon », dont nous pouvions voir la couverture précédemment, paraîtra au mois d'avril. Ce soir, vous allez justement nous présenter l'histoire des infections liées à l'eau à Lyon. Et pendant que vous préparez votre partage d'écran, je vais rappeler quelques points techniques. Merci à toutes et à tous de garder vos micros et caméras coupés. Vous pourrez poser vos questions dans l'onglet « Discussion » tout au long de la conférence. Je m'occuperai de les synthétiser et de les poser en fin de présentation. La durée de l'intervention est de 45 minutes et 15 minutes seront vouées aux questions. Merci. Merci Pauline. Donc, je vais donc traiter de différentes infections qui ont frappé Lyon dans le passé. Et avant de commencer, je voulais remercier Pauline et Louis qui m'ont beaucoup aidé puisque je ne suis pas un expert en informatique, comme ils ont pu le constater. Puis remercier aussi mes amis Bernard Frangin et Robert Jonac avec qui j'ai rédigé ce livre, donc édité par les éditions de Saint-Clair, Typhoïde, choléra, paludisme, les infections liées à l'eau ayant frappé Lyon et la région. Donc c'est un petit peu un résumé de cet ouvrage que je vais présenter ce soir. Alors, si on remonte à l'histoire de Lyon, les véritables précurseurs de l'hygiène à Lyon sont les Romains. Et l'histoire de Lyon est assez intéressante puisque c'est un proconsul, le proconsul de la Gaule chevelue, qui s'appelait Lucius Plancus, qui était basé à Vienne. Et à Vienne, ils étaient ennuyés par les tribus gauloises allobroges, si bien qu'il est remonté à Lyon, donc 30 km au nord, en 43 avant Jésus-Christ, pour fonder ce qui deviendra Lugdunum. Alors, ce qui est intéressant au point de vue hygiène, c'est que quand Plancus est arrivé à Lyon, en 43 avant Jésus-Christ, il y avait deux collines, d'ailleurs elles sont toujours là. C'est la colline que vous voyez ici à droite, Condate, qui était occupée par des tribus gauloises, donc aujourd'hui la Croix-Rousse. Et puis de l'autre côté, vous avez ce qui est devenu la colline de Fourvière, où là, les Romains se sont installés donc au sommet de cette colline, et d'où le nom, ils ont installé leur forum. Et le nom Fourvière dérive du nom romain forum. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Romains ne baptisaient pas leur nouvelle ville n'importe comment. Très souvent, ils utilisaient, quand c'était possible, des lieux élevés. Et ceci, comme par exemple à Rome, la ville des sept collines, et ceci avait un but sanitaire, c'était d'éviter le paludisme qui était extrêmement présent à l'époque, en particulier dans la région de Rome. On pense même que la fin de l'Empire romain est peut-être liée au développement du paludisme à Rome. En tout cas, pour éviter ce paludisme, on utilisait, donc on bâtissait les nouvelles villes sur des hauteurs, donc la colline de Fourvière dans ce cas-là. Alors, ce forum romain est intéressant également à Lyon, puisque, vous le savez, toutes les villes romaines obéissent à des lois extrêmement précises, elles sont alignées sur deux lignes, le cardo, qui est un axe nord-sud, et le decumanus, qui est un axe est-ouest. Et si vous regardez le forum de Lyon, ici, donc au centre, vous voyez que le decumanus et le cardo sont légèrement inclinés. Lyon était une ville, était une ville très au nord par rapport à l'Empire romain.
c'est-à-dire l'hiver, il faisait froid à Lyon. Et en fait, cette localisation, cette croix d'Ecumenus Cardo un petit peu inclinée, avait un but, c'était d'éviter les vents du nord qui arrivaient. Hein, vous le savez, par exemple, si vous êtes dans une ville américaine comme Chicago, vous prenez de pleine face le vent qui vient d'Alaska, par exemple, avec ses rues rectilignes. D'autre part, à l'inverse, pendant les grandes chaleurs de l'été, on évite également ces chaleurs de l'été avec cette, cette, ce- cette croix d'Ecumanus Cardo un petit peu inclinée. Donc, c'était le cas à Lyon. Alors, Lyon est une ville qui est devenue extrêmement importante. À l'époque du Christ, c'était la deuxième ville de l'Empire romain, après Rome, bien sûr, avec 50 000 habitants. Et à Lyon, une ville importante, sont nés deux empereurs romains, donc Claude et Caracalla. Et à Lyon, donc, on va appliquer les mêmes principes d'hygiène qui étaient développés à Rome. C'est-à-dire, on va développer de façon intense l'hygiène publique, donc, qui était un art extrêmement répandu par les Romains. Alors, en particulier, on va développer de l'eau, des aqueducs, pour apporter l'eau à Lyon. Et vous savez, hein, puisqu'en se promenant dans la région, on voit beaucoup de restes d'aqueducs, donc du Mont d'Or, de la Brévenne, de l'Iseron et du Gier, qui apportaient environ 75 000 mètres cubes d'eau par jour à Lyon, donc au niveau de Fourvière. Donc une activité extrêmement développée. Alors les coutumes funéraires également étaient axées sur l'hygiène. Pendant très longtemps, les Romains avaient l'habitude de pratiquer la crémation des corps. Et ici, vous voyez, vous avez un bel exemple d'une urne cinéraire découverte rue des Farges à Lyon. Donc on conservait les cendres ainsi. Et puis, au 1er siècle après Jésus-Christ, les légionnaires de Dalmatie, légionnaires romains, ont pris l'habitude d'inhumer les corps, c'est-à-dire de les enterrer. Et ceci, ils avaient l'habitude de pratiquer une inhumation sous assia. Assia, c'est une espèce de pioche qu'ils utilisaient pour leurs travaux, pour creuser des trous. Et donc, ils s'enterraient avec cette assia sur le corps. Et cette habitude de l'inhumation, donc dans le monde romain, s'est donc imposée à partir du 1er, 2e, 3e siècle. Et bien sûr, a continué à l'époque du catholicisme. Alors, ce qui est intéressant avec les Romains, c'est que c'était toujours axé sur l'hygiène, c'est qu'ils avaient l'habitude de faire ces inhumations en dehors de la ville. Par exemple, à Rome, vous avez la Via Appia, mais on retrouve exactement la même chose à Lyon, puisque les nécropoles, Saint-Just, Trion, Choulan, étaient bâtis en dehors de la ville, en dehors du forum. Donc, vous voyez, c'est une habitude hygiénique, mettre les sépultures en dehors de la ville. Et puis est arrivé le christianisme, donc 3e, 4e siècle, et là, on a pris au contraire l'habitude d'inhumer les corps le plus près possible du Christ. C'est-à-dire, on d'élaborer des tombes dans l'église elle-même ou autour de l'église, comme ça s'est pratiqué. Et cette habitude va durer jusqu'aux années 1800. Et c'est seulement avec Louis XVI, mais en 1775, l'habitude de pratiquer des cimetières, d'utiliser des cimetières paroissiaux en pleine ville, et l'interdiction également d'inhumer dans les églises. Ça, c'était la volonté du roi, mais elle sera très peu suivie. Il faudra en fait attendre le milieu du XIXe siècle pour que vraiment ces habitudes non hygiéniques soient développées. Non hygiéniques, pourquoi? Si on regarde par exemple un plan du quartier Saint-Paul à Lyon au XVIIIe siècle, vous voyez que sur une surface extrêmement réduite, vous avez ici 3 cimetières. Donc, il faut penser que, on va le voir dans quelques minutes, le gros problème de Lyon, c'est qu'il y a des fleuves. Et ces fleuves, le Rhône ou la Saône, débordaient très fréquemment. C'est-à-dire, en fait, les églises étaient très fréquemment inondées et bien sûr les tombes. On va retrouver ça puisque, bien sûr, c'était un agent de pollution de l'eau qui était extrêmement fréquent, en particulier après les grandes inondations. Alors, au cours des siècles, donc, les habitants de Rome, de Fourvière, qui étaient établis sur leurs collines, vont peu à peu descendre au niveau de l'île des Canabés, donc là qu'on voit ici, donc qui est aujourd'hui la localisation de la presqu'île, vont descendre et bien sûr vont rencontrer ce qu'on avait essayé d'éviter au début, c'est-à-dire le paludisme. Donc au 2e, 3e, 4e siècle, le paludisme a commencé à toucher de façon importante les Romains.
Néanmoins, les habitudes d'hygiène ont été extrêmement développées dans l'Empire romain, puisque vous voyez cette étude qui a été faite par un médecin célèbre de Lyon qui s'appelait Humbert Molière, à la fin du 19e siècle, a montré qu'au cours des siècles, la durée de vie s'était allongée. Vous voyez, premier siècle, 27 ans en moyenne, 4e siècle, 36 ans. Donc, l'époque romaine était un facteur très important d'augmentation de l'hygiène. Mais cette époque romaine va prendre fin au cours du 4e, 5e siècle, et pendant très longtemps, les habitudes d'hygiène qu'on avait développées au moment de l'Empire romain vont se perdre. Et il faudra attendre la Renaissance ou la fin du Moyen Âge pour que l'hygiène au niveau de la ville se redéveloppe à nouveau. Alors, le cas de Lyon est tout à fait intéressant puisque c'est une ville avec ses fleuves qui est très propice aux infections. En particulier, vous voyez, un récit d'un voyageur, c'est Jean-Jacques Bouchard, vous pouvez le trouver sur Internet, qui fait le récit de son voyage de Paris à Rome en 1630. Et il décrit la situation de Lyon à cette époque. Et ce n'est pas glorieux pour nous, les habitants de Lyon, puisque pour lui, c'était une des villes les plus sales d'Europe, en tout cas de France et d'Europe. Voyez ce qu'il écrit. La ville étant en soi fort laide, triste et puante, les rues étant très étroites, obscures et pleines de boue, et les maisons hautes, obscures, mal bâties. Donc une critique très importante des habitudes hygiéniques de nos ancêtres à Lyon. Alors effectivement, Lyon, on voit ici une représentation de 1625. Vous voyez, la presqu'île s'arrêtait, on va le voir tout à l'heure, au niveau de la gare actuelle de Perrache, donc sur la gauche. Et vous voyez que Lyon était enserré dans cette presqu'île. Et entre la place Bellecour et les terreaux, c'était un véritable enchevêtrement de maisons bâties les unes sur les autres. La liaison entre Bellecour et les terreaux ne sera faite qu'au milieu du 19e siècle, à l'époque de Napoléon III. Donc la rue de la République, etc., la rue Victor Hugo n'existait pas. Et dans ce enchevêtrement de maisons, vous doutez bien que l'hygiène était absolument déplorable. Et la tuberculose en particulier était extrêmement importante. Alors, la situation lyonnaise, donc on a deux grandes rivières, le Rhône, qui est une ville, qui est un fleuve impétueux, donc très difficile à naviguer, très rapide. Par contre, la Saône est une rivière indolente qui va très doucement et ça va avoir des conséquences, bien sûr, sur les contaminations au niveau de la Saône. Imaginons, à l'époque de François Ier, il y avait 4 boucheries à Lyon, en particulier la Grande Boucherie qui était située à peu près au niveau de la rue d'Algérie, donc au niveau de la place des terreaux. Et les bouchers, bien sûr, pratiquaient dans la ville elle-même, si bien que pour jeter les carcasses de leurs animaux qu'ils avaient éventrés, ils les jetaient dans la Saône. Donc la Saône était constamment polluée par ce type de déchets. La Saône, ça devait ressembler un petit peu à ça, c'est-à-dire beaucoup de débris d'animaux ou autres qui naviguaient sur cette rivière qui avait un flux très réduit, si bien que ça restait longtemps en suspension. Et à la fin du 19e siècle, jusqu'au début du 20e siècle, la Saône, il y avait toujours un brouillard très important sur la Saône et une rivière extrêmement polluée. Donc, il était non conseillé de boire l'eau de la Saône puisqu'on avait toutes les chances de se récupérer toutes sortes d'infections. Et néanmoins, en regardant le plan Seine de 1550, vous regarderez sur Internet, vous retrouvez des gens qui se baignaient, vous voyez en haut à gauche, qui se baignaient dans la Saône. Donc, il fallait vraiment avoir le moral pour se baigner dans cette mare de microbes. Alors, les choses à Lyon sont tout à fait particulières, puisque depuis les temps mérovingiens, on a décrit chaque année des crues, soit de la Saône, soit du Rhône, soit des deux, quelquefois plusieurs fois par an. Et par exemple, ici, vous voyez que quand la Saône ou le Rhône débordait, toute cette masse bleue, eh ben, c'était les inondations qui recouvraient la ville. Donc, bien sûr, qui recouvraient la presqu'île, mais qui recouvraient également de grandes parties de Villeurbanne actuelle, au niveau du parc de la Tête d'Or, par exemple, ou de la Part-Dieu, par exemple, qui était constamment inondée. Alors, il y a eu beaucoup de crues au cours des siècles, et il y en a qui ont été beaucoup plus importantes que les autres. C'est par exemple les crues du milieu du siècle, 1840 et 1856. Et puis après ces crues, on a pris l'habitude de fabriquer des digues, en particulier au niveau du parc de la Tête d'Or, qui empêchaient le Rhône de déborder de façon trop importante. Mais jusqu'au milieu du 19e siècle, c'était un phénomène extrêmement fréquent. Alors j'ai quelques photos ici. Vous
voyez, ça c'est l'avenue de Saxe en 1856. Ici, vous avez l'église et la place Saint-Potin complètement inondées, donc on pouvait se déplacer qu'en barque. On a d'autres exemples ici, hein, des gravures d'Octave Ferré, donc au cours des crues de 1856, vous voyez, la maman qui jette son enfant, qui est récupéré comme ça sur une barque. Et puis ici, une barque qui vient de recueillir 25 personnes, une maison qui s'écroule, c'était des maisons en pisé, donc qui étaient extrêmement fragiles avec l'inondation, donc beaucoup de maisons détruites à chaque fois. Et par exemple ici, un chien qui sauve une personne qui se noie au niveau des Charpennes, donc beaucoup d'eau dans la ville. On retrouve ça également, vous voyez la rue Pierre-Corneille en 1856, complètement inondée. Et puis d'autres exemples avec la visite de Napoléon III, rue de la Barre à Lyon, donc la rue de la Barre qui a bien changé. On voit toujours Fourvière ici. Donc, et puis, un autre exemple ici, ça allait jusqu'à la Guillotière. Par exemple, inondation de la Guillotière en 1856. À droite, vous avez l'église Saint-Louis ici. Donc, telle qu'elle se présente aujourd'hui et telle qu'elle se présentait en 1856, vous voyez, on y allait avec des barques, comme c'est représenté sur cette peinture. Alors, pour revenir à ce que je disais au début, donc on reprend le plan du quartier de Saint-Paul avec ses nombreux cimetières. Donc, vous imaginez bien, chaque fois que l'eau pénétrait dans les églises ou dans les cimetières, donc en remuant les corps, eh bien, la qualité de l'eau devait être extrêmement polluée. Donc, lorsqu'on puisait l'eau, ben, elle avait toutes les chances d'être contaminée par toutes sortes de micro-organismes. Alors, un des grands maires de Lyon qui a fait beaucoup pour la ville, c'est Jean-François Terme. Il y a une rue à la Croix-Rousse qui porte son nom. Et c'est lui qui va commencer à prévenir les inondations en effectuant les premiers travaux au niveau du parc La Tête d'Or, donc les digues, pour contenir les crues du Rhône. Et puis, à Lyon, par exemple, au début du 19e siècle, vous aviez 90 fontaines publiques où les gens venaient se servir de l'eau, bien sûr, et des citernes où on récupérait l'eau de pluie, par exemple. Donc, il y en a qui sont très célèbres, comme le puits Pelu, le puits Gaillot, etc. Donc, on trouve à Lyon. Problème, donc ces puits, ils étaient ouverts au début, puis peu à peu, on a pris l'habitude de les cadenasser ou de mettre des grilles dessus, parce que les gens jetaient n'importe quoi. Ils pouvaient jeter des cadavres d'animaux, par exemple, donc qui avaient comme conséquence de polluer l'eau, mais aussi quelquefois des cadavres humains, puisque à la suite de risques, on se débarrassait de la personne qui avait été tuée en le jetant dans le puits. Donc vous imaginez, au bout, lorsqu'on buvait cette eau, elle avait toutes les chances d'être extrêmement contaminée. Donc, on pouvait récupérer des infections. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait l'habitude d'utiliser les puits de Lyon dans la presqu'île, hein, qui étaient nombreux, et peu à peu, la qualité de cette eau, elle était moins bonne, elle était moins appétissante. Donc, au cours du XVIIe siècle, on s'est aperçu que l'eau qu'on prenait au niveau de la presqu'île, dans les puits, par exemple, ou dans les fontaines, était moins appétissante, si bien qu'on a commencé à penser qu'il y avait une eau qui était très intéressante, c'est bien sûr l'eau du Rhône, qui est un fleuve qui est rapide, donc qui est très souvent renouvelé. Et c'est là qu'on voit les premiers travaux, donc dans le quartier Saint-Clair, où un des grands monsieur de la ville, qui s'appelait Simon Maupin, qui était voyer, donc il s'occupait de tout ce qui était la voirie à Lyon. Il était occupé également à bâtir l'hôtel de ville de Lyon, que l'on voit en bas à droite, dans les années 1640, 1650. Et c'est lui qui va commencer à essayer de disposer des ponts dans le quartier Saint-Clair pour récupérer l'eau du Rhône pour alimenter donc en eau potable la presqu'île. Alors, ces travaux qui débutent dans les années 1640-1750, en fait, ça va prendre plus de 2 siècles pour être efficace. Et par exemple, si on regarde le 19e siècle, on ne savait pas comment récupérer de l'eau à Lyon de bonne qualité, même après les travaux de Simon Maupin. Et là, on s'est tourné vers des choses qui existaient 1700 ans auparavant, l'époque romaine. C'est ici, par exemple, à Mont-Roman, donc dans l'Iseron, ici, un architecte de Lyon qui s'appelait Alexandre Flachéron, en 1835, a proposé de reconstruire, de réhabiliter les aqueducs de l'époque romaine pour amener de l'eau à Lyon, donc l'aqueduc de la Brévenne. Vous voyez, donc ça allait assez loin, cette réflexion. Heureusement, peu de temps après, en 1854, a été créée la Compagnie Générale des Eaux, et en particulier l'acquisition de 3 pompes de Cornouailles qui vont permettre
d'alimenter la presqu'île en eau pêchée dans le Rhône, donc de l'eau récupérée dans le Rhône. Donc, c'est la naissance des usines. Et on voit ici, le 15 août 1856, c'est une date importante, puisque l'eau va jaillir à partir de ces pompes sur la place des terreaux. Et le curé de Saint-Clair va même bénir les pompes de Cornouailles pour fêter l'événement. Donc, vous voyez, l'eau arrive au terreau au milieu du 19e siècle. On voyait aussi des choses importantes, intéressantes à Lyon. Donc, en particulier, il y a beaucoup d'animaux. Il y avait encore beaucoup d'animaux qui se promenaient dans la ville. Et c'est une habitude qui va être interdite de faire boire les animaux dans les fontaines dans lesquelles buvaient les gens. Mais comme toujours, c'est des habitudes qui sont difficiles à contrer. Vous voyez, c'est la place des Jacobins au début du XXe siècle, ici. Et si vous regardez à droite, vous voyez deux vaches qui sont, peut-être trois, qui sont en train de boire dans la fontaine des Jacobins, alors que c'était strictement interdit. Donc toujours pareil, en France, on met un petit peu de temps à s'adapter. Et puis, les habitudes aussi de se laver. Par exemple, il y avait des bains publics à Lyon, vous voyez ici, cours de la Lafayette ou dans d'autres cas. Mais si on regarde la statistique, j'ai une statistique d'octobre 1901, il y a à peu près 8800 hommes qui sont venus se laver dans les bains publics, 1200 femmes et 433 enfants, pour une population de 450 000 habitants à l'époque. Donc, vous voyez, il y avait encore des progrès à faire au point de vue de l'hygiène. Alors, ce qui est intéressant après ces réflexions générales, c'est les infections qui sont causées par des micro-organismes spécifiques. Alors, on peut évoquer le premier d'entre eux, c'est la typhoïde. La typhoïde est une infection bactérienne qui est causée par une bactérie qu'on appelle Salmonella typhi, donc responsable de la fièvre typhoïde, que nos ancêtres, même jusqu'aux années 50, connaissaient très bien. Donc, bien sûr, c'était une fièvre, fièvre typhoïde, avec des caractéristiques. Vous voyez, par exemple, l'enfant, ici, il a des taches rouges qu'on appelle la roséole. Et puis, le nom typhoïde vient du mot typhos, qui correspond à un état de confusion qui apparaissait dans un quart des cas. Donc, typhos qui a donné typhoïde. Alors, cette fièvre typhoïde, bien sûr, à Lyon, elle est devenue extrêmement rare. On la voit souvent nous à l'hôpital, chez les gens qui rentrent de pays en voie de développement, mais elle reste très fréquente, vous voyez, en Afrique, en Asie du Sud-Est, et puis en Amérique latine. En 2018, il y a eu 11 à 20 millions de cas répertoriés de typhoïde et 130 à 160 000 décès. Donc, c'est une infection qui reste extrêmement importante au niveau de la planète. Pensez bien, si vous allez dans certaines régions de la planète et vous faire vacciner avec le vaccin Tifim-VI, qui marche très très bien. Alors, la contamination habituelle, les cas à Lyon, on va le voir, très souvent, on va le voir dans les exemples qui vont suivre, c'était une contamination des puits dans lesquels les Lyonnais se servaient comme eau d'alimentation par l'eau des fosses d'aisance. Et très facilement, vous pouviez avoir passage des défécations, de l'eau contaminée par les matières fécales dans les puits. Et bien sûr, l'eau se contaminait et au bout du compte, c'est l'humain qui se contaminait. Donc très souvent, c'était ce qu'on va rencontrer. Alors je reviendrai dessus puisque très souvent, on va le voir dans les exemples qui vont suivre, c'était la qualité des fosses d'aisance, c'est-à-dire l'armature des fosses d'aisance qui était déficiente, qui permettait comme ça à cette eau contaminée de fuir et d'aller contaminer les puits qui étaient très proches. Alors on a les premiers exemples dans l'histoire de la ville de typhoïde à Lyon sont rapportés par un médecin, le docteur Pierre Barras, en 1675. Et voyez ce qu'il écrit, c'est intéressant. À Lyon, les puits et latrines sont pêle-mêle dans toute la ville, donc tout ça a été mélangé. Et l'eau des puits, donc c'était en 1675, l'eau des puits vient des rivières et sous-terre, où l'écoulement des latrines se fait. Elle s'écoule avec lui, si bien que partout, les eaux de puits en sont infectées. Effectivement, on le comprend très bien, il y avait un mélange des eaux de boissons et des eaux fécales. On retrouve ça au moment de la Révolution française, où les armées de la Révolution s'étaient installées sur la plaine des Brotteaux, et les militaires avaient développé des typhoïdes en buvant l'eau des puits, bien sûr, creusés à côté de celle des fosses d'aisance. Et ils ont réparé très rapidement cette infection en construisant les fosses, donc loin des puits, et aussi boire l'eau du Rhône qui, elle n'était pas contaminée. Alors, il y a eu beaucoup d'épidémies de typhoïde à Lyon, mais les plus célèbres, il y en a deux, c'est celle de 1874. Alors, à la rentrée de Pâques 1874, il y avait beaucoup d'enfants qui allaient au lycée Ampère,
qui n'étaient pas là parce qu'ils avaient ils avaient un mot d'absence parce qu'ils étaient malades. En fait, c'est une épidémie donc, qui a pris naissance, vous voyez, en mars 1874 au niveau du quartier des Cordeliers et du lycée Ampère, donc en plein centre-ville. Et ça a touché le deuxième et le premier arrondissement. Vous voyez qu'il y a eu près de 2000 personnes qui ont été atteintes, avec une mortalité importante de 14%. On a répertorié 262 décès, et ça touchait essentiellement le premier et le deuxième arrondissement de Lyon. Alors, on a analysé cette épidémie, et en fait, il y a deux causes qu'on retrouve très souvent, en fait. C'est que le Rhône peut déborder, ou la Saône, mais aussi peut être à son plus bas niveau lors des périodes de grande sécheresse. Vous voyez sur cette image, une image du progrès, on voit le Rhône au niveau du pont du collège, on pourrait pratiquement le traverser à pied. Donc, ce qui faisait que l'eau, lorsque les niveaux du Rhône ou de la Saône étaient très bas, il y avait une stagnation, une décomposition des excrétions qui favorisait bien sûr l'infection. Et puis la deuxième cause, qui est directement liée aux activités humaines, c'était la contamination des nappes phréatiques. Et comme l'ont dit les chroniqueurs de l'époque, Lyon est semblable à une immense ruche d'alvéoles et qui sont les fosses prétendument étanches entre lesquelles se trouvent pressés les puits. Donc il y avait une proximité très importante entre les puits et les fosses où on pêchait l'eau pour se nourrir. Et à Lyon, donc, ce qui se passait, donc vous avez ici schématisé une fosse d'aisance et puis un puits, mais très souvent, il fallait, enfin à l'époque, en 1874, il fallait payer lorsqu'on voulait éliminer les matières fécales. Donc ça coûtait cher, hein, on voit ici. Donc, pour se soustraire au vidange, eh ben, les propriétaires du premier et du deuxième arrondissement avaient pris l'habitude de faire des fissures dans les puits, comme ceci, pour permettre d'avoir moins de matière fécale à récupérer, donc ça coûtait moins cher. Effectivement, ces fissures allaient contaminer, comme ceci, l'eau de boisson, si bien qu'on a eu cette épidémie de 1874 ainsi. Alors, c'était juste pour comment cette typhoïde qui était très fréquente, il fallait la soigner, c'était avant les antibiotiques, hein, c'est les années 50. Donc, pour traiter cette fièvre typhoïde, on utilisait des méthodes comme celle du médecin lyonnais, Glénard, Franz Glénard, qui était la méthode des bains froids. Donc, par exemple, à l'Hôtel-Dieu, vous aviez des grands bacs comme ceci, remplis d'eau froide, où on plongeait le malade qui avait la fièvre dedans. Alors, je vais vous lire, c'est intéressant, la description d'un malade ici telle qu'elle a été décrite par Franz Glénard. Donc, un malade arrive avec sa fièvre typhoïde et on le colle dans ces grands puits emplis d'eau froide. Voilà ce qu'il écrit. Le choc du premier bain fut effrayant. On comprend un petit peu. Je dus maintenir le malade dans l'eau malgré ses cris désespérés, en le pressant énergiquement sur les épaules, tandis que je faisais retenir par l'infirmier les membres inférieurs. Donc, vous voyez, il devait gigoter pas mal. Après 7 minutes de lit, il devient doux et tranquille, acheva son bain sans se plaindre, et dès lors, les symptômes cérébraux, etc., ne réapparaissent plus. Donc, c'était la façon de traiter la fièvre typhoïde au cours du XIXe siècle. Et puis, donc, une autre épidémie qui est intéressante, c'est celle de l'Arbrel. C'est une petite ville au nord-ouest de Lyon. Et vous voyez, en septembre 1907, il y a eu une grosse épidémie de typhoïde qui était due en fait au débordement des rivières qui alimentaient l'Arbrel et débordement des fosses aisantes, donc toujours le même procédé, et contamination des nappes phréatiques. Donc il y a eu quand même 270 cas, donc presque 10% de la population de l'Arbrel, qui a été touchée par la typhoïde et 26 décès. Et ce qui est intéressant à l'Arbrel, c'est qu'on va utiliser pour la première fois un système qui permet de fabriquer de l'acide hypochloreux. C'est un ingénieur belge qui s'appelait Duke, qui va installer ce système à l'Arbrel pour fabriquer donc de l'acide hypochloreux, c'est-à-dire fabriquer une sorte d'eau de javel qui va permettre d'éradiquer les micro-organismes, les bactéries, et la rendre l'eau potable. Et ça va être utilisé au cours de la Première Guerre mondiale, à Verdun en particulier en 1916. Le même procédé, c'est ce qu'on va appeler la verdunisation. Donc, traiter l'eau par l'eau de javel pour enlever les micro-organismes. Voilà, donc il y a des services qui vont se bâtir également, à la Croix-Rousse en particulier, où on va rassembler les malades qui souffrent de la fièvre typhoïde. Vous voyez la salle des typhiques à la Croix-Rousse ici.
Alors, une épidémie qui a été extrêmement importante et qui est également très importante, très intéressante, c'est l'épidémie de typhoïde de 1928. Donc, vous voyez, elle débute en 1928, en novembre 1928. Et là, ça va être plutôt les quartiers, c'est pas tellement Lyon qui va être touché, mais surtout les quartiers de l'ouest lyonnais, la Mulatière, Pierre-Bénite, Oulin, Saint-Gilles-Laval, Écully, etc., qui vont être touchés, et relativement peu Lyon. Donc, cette épidémie a fait beaucoup de bruit, puisqu'il va y avoir des articles dans les journaux, et puis trois microbiologistes qui vont s'intéresser à cette épidémie. Donc, le professeur Rochet, qui était le directeur de l'Institut bactériologique de Lyon, qui deviendra l'Institut Pasteur de Lyon, un grand parasitologue lyonnais, Jules Guillard, et puis le grand-père d'Alain Mérieux, Marcel Mérieux, qui avait installé son laboratoire à Lyon et qui était spécialiste de la fièvre typhoïde. Et c'est eux qui vont permettre de comprendre comment cette épidémie de 1928 a pu prendre naissance. Ce qui est intéressant, c'est que donc on avait installé au niveau de Vassieux, donc du côté de Caluire, une usine avec des puits de captage pour récupérer l'eau du Rhône. Donc on voit ici. Et cette usine de Vassieux, ici, était installée au bord du Rhône, bien sûr, on voit ici, mais aussi au bord de la voie ferrée, donc ce n'est pas très pratique, et au bord d'un vallon, un vallon qu'on appelle le ravin des Peupliers. Donc, avant-guerre, avant la Première Guerre mondiale, ce ravin des Peupliers était extrêmement peu peuplé. Donc, l'eau qui coulait le long du ravin était tout à fait claire et potable. Et là, vous aviez un petit aqueduc qu'on appelait l'aqueduc égout du Diable, du pont du Diable, qui porte bien son nom, on va voir pourquoi, qui évitait les puits. Et comme ceci, l'eau allait directement via cet aqueduc égout dans le Rhône. Donc, c'était le principe de l'usine de Vassieux, puis là, du puits de captage, donc l'eau était envoyée à la Mulatière, puis ensuite dans différentes parties de l'ouest lyonnais. Donc ça, c'était avant la guerre de 14. On voit ici un exemple de puits de captage dans la zone de Vassieux, donc qui permettait de filtrer l'eau du Rhône pour la rendre potable. Et puis ici, quelques images avant-guerre, donc je dois à Robert Genac, ici, où on voit le quartier de Saint-Clair qui était effectivement très peu peuplé. Vous voyez, c'est des photos qui datent d'avant la guerre de 14. Après la guerre, le ravin des Peupliers va à son tour être intensément peuplé, comme il l'est aujourd'hui. Donc l'eau qui s'écoulait ici va devenir de moins en moins claire. Elle va être bien sûr polluée par toutes sortes de contaminations. Donc, et puis, va arriver en 1928, donc, la route de Strasbourg, à Caluire, une personne qui avait la fièvre typhoïde va émettre donc ces bactéries dans le ruisseau. Et ici, normalement, elle devait passer dans l'aqueduc égout pour se jeter dans le Rhône. Malheureusement, ici, c'est ce que va montrer le procès qui aura lieu ensuite. Il y avait des fissures dans cet aqueduc égout, si bien que les bacilles typhiques vont pouvoir passer dans les puits de captage et ensuite être contaminés comme ça toute la ville. Donc, vous voyez, toujours des erreurs humaines qui vont apparaître. Alors, la dernière grande épidémie de typhoïde, elle a concerné les militaires. En 1954, donc vous voyez, il y a eu 151 cas de militaires touchés au Fort Lamotte et un seul décès. Effectivement, puisqu'à l'époque, on vaccinait avec un vaccin qu'on appelle le TAB, qui était obligatoire lorsqu'on faisait son service militaire. Et cette information, on la doit à l'un de nos collègues, qui était le militaire Jean Burdi, qui a raconté cette épidémie. Jean Burdi est quelqu'un d'important pour nous, puisque c'est lui qui a écrit, c'était un grand connaisseur de l'époque romaine, et en particulier des aqueducs, et il a rédigé un cahier de Saint-Clair sur l'alimentation en eau à Luc-du-Nôme. Et en fait, l'analyse de cette épidémie de la garnison du Fort Lamotte en 1954 a montré que c'était les endives qui étaient servies aux militaires qui étaient contaminés par de l'eau, elle-même contaminée par le bacille typhique. Donc, vous voyez, la dernière grande épidémie qui a touché Lyon a touché le Fort Lamotte. Une deuxième infection qui est importante à Lyon, c'est le paludisme. Donc, le paludisme est dû à un parasite, Plasmodium falciparum, qui était extrêmement important à l'époque romaine. Donc, toute la région de Rome était impaludée. On va pouvoir l'éradiquer, ce paludisme autour de Rome, que dans les années 20-30 avec Mussolini, avec l'asséchage des marais pontins. Et Lyon était également, on va le voir, contaminé. Donc, ce paludisme s'est transmis par une anophèle comme ceci,
qui transmet des parasites qui vont pouvoir se multiplier dans le sang. Et actuellement, le paludisme, vous voyez, les chiffres sont quand même importants. En 2015, il y a presque 500 000 décès répertoriés. Bien sûr, ça touche les pays du Sud, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud. Alors Lyon a été touché, puis la région lyonnaise a été touchée dans deux zones bien particulières. Tout d'abord, dans la Dombe. Dans la Dombe, vous avez peut-être vu le remarquable film Ridicule, où on évoque le destin des paysans qui ramassaient les poissons dans la Dombe et qui meurent des fièvres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaissait depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge. Donc les gens qui pêchaient dans les étangs de la Dombe développaient des fièvres, bien sûr le paludisme aujourd'hui, et très souvent en mouraient. Alors aujourd'hui, quand on se promène en vélo dans ces jolis coins de la Dombe, hein, Villars-les-Dombes, etc., voilà ce que l'on voit. Et on peut imaginer qu'il y a 150 ans, dans des villages qu'on connaît bien, Saint-Nizier-le-Désert, Chalamont, etc., il y a 150 ans, au même endroit, l'espérance de vie était de 24 ans, donc en 1842. Donc on mourait des fièvres, on mourait du paludisme. Et là, par exemple, ici, vous avez un exemple d'un travail qui était fait par un médecin lyonnais, Joseph Rollet. En 1862, il a regardé la surface inondée. Par exemple, dans la commune de La Pérouse, c'était près de 40% de la surface qui était inondée. Et ici, le nombre de personnes qui avaient développé le paludisme. Donc, vous voyez ici, par exemple, 94% des gens, des habitants de La Pérouse, en 1862, présentaient le paludisme. Donc, c'était extrêmement fréquent. Et ce paludisme, finalement, on va pouvoir l'éradiquer avec les travaux d'un Lyonnais célèbre, c'est Félix Mangini, qui va développer l'axe ferroviaire entre Lyon et Bourg-en-Bresse, si bien qu'on va devoir assécher 6000 étangs. Et là, bien sûr, le paludisme va peu à peu disparaître de la Dombe, alors qu'il était extrêmement fréquent à la fin du 19e siècle. Et puis, à Lyon également, on a eu le paludisme. Et là, il est dû à un homme célèbre à Lyon, c'est Michel-Antoine Perrache, donc un ingénieur, qui va avoir l'ambitieux projet de prolonger la confluence. On voit que la confluence ici, entre la Saône et le Rhône, avait lieu, en gros, à l'endroit où il y a la gare de Perrache actuelle. C'est ce qu'on appelait les champs d'Ainay. Voilà la basilique d'Ainay ici. Donc c'est là que se faisait la confluence. Et pour gagner des terres, Perrache va vouloir agrandir cette confluence le plus possible jusqu'au niveau de la Mulatière. Vous voyez le pont de la Mulatière ici. Donc, c'est-à-dire on va déplacer de grandes quantités de terre, mais de terre humide, et déplacer de grandes quantités d'eau. Donc, on va créer énormément de gîtes, d'anophèles, donc les vecteurs du paludisme. Si bien que toute cette région de Lyon va être extrêmement impaludée. Et par exemple, si on prend le quartier Perrache, en particulier, tous les prisonniers qui étaient emprisonnés à la prison Perrache, donc au cours du XIXe siècle, présentaient le paludisme. Ce paludisme, on va aussi le retrouver dans d'autres endroits, par exemple au niveau de Vaux-en-Velin, de Villeurbanne, en particulier avec une petite rivière qu'on appelait la Rise, qui est aujourd'hui souterraine. Donc elle partait du lac du Jaunage, serpentait à Vaux-en-Velin, à Villeurbanne, pour se jeter dans le Rhône. Et comme c'était une rivière extrêmement lente, très polluée, il y a beaucoup de cas de paludisme donc, qui touchaient cette région de Lyon, enfin les environs de Lyon, Vaux-en-Velin, Villeurbanne par exemple. Et puis, au cours du 19e siècle, il y avait, avec la naissance du chemin de fer, de la gare de Perrache, il y a tout un quartier avec des, vous savez, il y a des lawns, ce qu'on appelle des lawns, donc un petit peu le Rhône qui serpente un petit peu. Donc tout le quartier actuel de Gerland, qu'on appelait la Mouche, était extrêmement impaludé. Beaucoup de gens qui travaillaient pour la SNCF à l'époque présentaient les fièvres, présentaient le paludisme. Alors, une autre infection qui est célèbre à Lyon, c'est le choléra. On va le voir. Le choléra, donc, c'est un bacille qu'on appelle le bacille virgule, comme un bacillus de Robert Koch, vous voyez. Il a une forme un petit peu en virgule, comme ceci. Et il touche actuellement encore beaucoup de pays du Sud, en particulier les pays où il y a beaucoup de problèmes type tremblement de terre à Haïti, ou des problèmes politiques, par exemple au Yémen, où régulièrement le choléra repart dans ces régions. Et c'est toujours des spectacles vraiment très difficiles à supporter. Vous voyez, très souvent, c'est les enfants qui sont infectés, qui vont mourir de choléra. Et c'est le genre d'image que l'on retrouve régulièrement, malheureusement, en particulier en Afrique. Vous voyez, on jette les cadavres
comme ça, d'enfants qui sont morts du choléra. Donc, quelque chose qui est extrêmement, finalement, fréquent encore aujourd'hui. Le choléra, il a son siège en Inde, hein, dans le Gange, par exemple, ici. Et depuis très longtemps, depuis 3000 ans, on a décrit donc des cas de choléra en Inde, mais il avait peu voyagé. Et puis finalement, au cours du 19e siècle, il va y avoir beaucoup de relations finalement avec cette région du monde qui fait que le choléra va voyager en même temps que les voyageurs et va pouvoir toucher l'Europe. Et en Europe, au 19e siècle, on a eu 6 grandes pandémies donc, qui ont touché le monde, mais aussi l'Europe, et en particulier 4 pandémies, donc, comme on voit, la deuxième, troisième, quatrième et cinquième pandémie, qui ont touché la France et qui ont touché également Lyon. Alors, le choléra, c'est ça. Vous avez ici une gravure d'Honoré Daumier, donc les gens qui meurent dans la rue, hein, c'était extrêmement fréquent. Et puis ici, au milieu du 19e siècle, un Anglais qui s'appelait John Snow va montrer que c'est l'eau qui apporte la mort, donc l'eau qui apporte le choléra. Donc quelque chose d'extrêmement important au point de vue épidémiologique. Alors, Lyon a été touché par le choléra, mais on va le voir, il était peu touché, contrairement au reste de la France. Donc, en 1832, c'est la deuxième pandémie mondiale, et c'est surtout la région du Nord et la région parisienne qui vont être touchées. Et Lyon, donc on avait un maire qui s'appelait Gabriel Prunel, qui va devenir ensuite le maire de Vichy. Donc il y a des rues Prunel à Vichy. Et là, lui va être extrêmement actif. C'est un médecin également, le maire. Il va prendre toutes sortes de mesures de salubrité publique, de nettoiement, qui vont finalement être efficaces. Il va diviser la ville, vous voyez, ici la presqu'île, en 7 zones, et un peu comme on le fait aujourd'hui avec le confinement pour le Covid. Si bien qu'en fait, ben, le choléra ne va pas se répandre à Lyon comme il s'était répandu à Paris, par exemple. Et là, comme on est à Lyon, c'est toujours la Vierge qui protège la ville. Donc, on va dire c'est la Vierge Marie qui a protégé Lyon du choléra. Et si vous allez à la basilique de Fourvière, vous verrez cette toile de Victor Orcel qui a été commandée à la suite de cette observation que Lyon était peu touché par le choléra. Donc, on voit ici un ange qui empêche quelqu'un de jeter le choléra sur la ville. Donc, une peinture extrêmement célèbre à la basilique. Alors, il y a d'autres cas qui vont apparaître. Donc, vous voyez, en 1854, deuxième pandémie, 143 000 morts en France. Lyon peut toucher. Et les cas qu'on va voir à Lyon, c'est des cas importés du Sud. Donc, c'était les premiers bateaux vapeurs qui vont remonter le Rhône. Et on va voir des cas comme ceci à Condrieu, à Givors, à Saint-Genis et bien sûr à Perrache. Et vous voyez, par exemple, ici, les cas lyonnais, on a 470 victimes. Donc, c'est beaucoup trop. Mais pour l'époque, c'est rien du tout. Si bien que Lyon, là aussi, va échapper au choléra. Et puis, les derniers cas lyonnais qu'on va trouver venaient toujours de Marseille. C'était très souvent les employés du train qui partaient de Marseille, qui arrivaient à Perrache. À Perrache, on nettoyait les coussins des passagers. C'est comme ça qu'on récupérait le choléra. Donc, c'était très courant chez les employés, donc chargés du nettoyage des trains. Mais finalement, le choléra va disparaître et on va s'apercevoir que Lyon a été peu atteinte par le choléra, contrairement à Marseille ou à Paris, par exemple. Et là, ça va aller loin puisque un très grand bactériologiste allemand qui est de Munich, qui s'appelait Max Pettenkofer, va passer 1 an à Lyon pour essayer de comprendre pourquoi Lyon n'était pas touché par le choléra, alors que ça touchait l'ensemble de l'Europe. Il va même écrire un livre ici, en 1868, pour souligner l'immunité de Lyon. Et pour lui, c'était une origine tellurique. C'est la nature des sols à Lyon qui engendrait le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de choléra à Lyon. Bon, effectivement, ce n'était pas la bonne cause, mais enfin, vous voyez que ça intéressait beaucoup les gens. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1832, le choléra est là. On pense que c'est la Vierge qui a protégé la ville. Et l'archevêque de Lyon, Jean-Paul Gaston de Pin, en 1832, va dire il faut ériger un nouveau sanctuaire pour la Vierge Marie. Donc, c'était en 1832. Et ça, c'était un vœu pieux, puisque à l'époque, ça va rester sans suite. Et puis arrive un autre malheur pour la France, c'est la guerre de 1870-1871 avec la Prusse. Si bien que les Prussiens arrivaient sur Lyon, donc par la vallée du Doubs, par la vallée de la Saône, se rapprochaient de Lyon. Et là, les Lyonnais vont faire un vœu, c'est de construire cette basilique si les Prussiens n'arrivent pas à Lyon. Effectivement, le traité de Francfort va être signé donc en février 1871. Et là,
on va décider donc de bâtir quelque chose à Fourvière. Donc la Vierge Marie en 1832, les Prussiens en 1871, fait qu'en 1872, on va construire, mettre la première pierre de la basilique de Fourvière, donc qui sera terminée en 1896. Autre maladie qui a eu son heure de gloire à Lyon, c'est la poliomyélite. Alors, la poliomyélite, c'est une infection extrêmement ancienne. Vous voyez ici, à l'époque des pharaons, vous avez ça c'est quelque chose, une petite statuette que vous pouvez rencontrer à Copenhague, au musée de Copenhague, où on voit un Égyptien qui souffre visiblement de la poliomyélite. Donc c'est une infection extrêmement fréquente autrefois, et aujourd'hui c'est vraiment les pays en voie de développement. Donc c'est ce qu'on appelait la paralysie infantile, et c'est un docteur donc, de l'Antiquaille, Sylvain Cordier, qui va montrer que cette paralysie infantile, la poliomyélite, est de nature épidémique. Donc c'est la première fois qu'on faisait l'association d'une épidémie avec la polio. Il va étudier cela à Sainte-Foy-l'Argentière et à Saint-Denis-l'Argentière, où il va montrer que cette infection touche beaucoup les enfants. Donc, description de la maladie. Et puis, dans les années 50, il va y avoir un médecin très célèbre à Lyon, Paul Sédaillan, il y a un quai de Lyon qui porte son nom, qui lui va beaucoup travailler sur la poliomyélite, qui était responsable d'épidémies dans les années 50. Épidémie, donc c'était des spectacles qu'on voyait fréquemment, donc encore dans les années 50-60, d'enfants ou d'adultes touchés par la poliomyélite. C'est là que Sédaillan va imposer les poumons d'acier qui permettent à la personne de respirer et pas de mourir d'asphyxie. Puis ici, l'imposition de la trachéotomie qui permet à cette petite fille de respirer. Donc, quelqu'un d'important. Et puis, le troisième, un personnage lyonnais important pour la lutte contre la poliomyélite, c'est Charles Mérieux, qui bien sûr va développer la vaccination. Donc, il va travailler beaucoup avec des auteurs américains, Jonas Salk, donc, qui a fabriqué un vaccin antipolio inactivé, Albert Sabine, un vaccin atténué, donc qui peut se prendre par la bouche. Et avec eux, donc on voit ici Charles Mérieux et Jonas Salk à Marcy-l'Étoile, ils vont développer la protection donc, contre la poliomyélite. Et la poliomyélite, c'est une maladie qui devrait disparaître aujourd'hui. Donc, on le sait, c'est l'objectif de Rotary Club, mais d'autres aussi d'organisations. Malheureusement, il reste encore des petites poches, par exemple dans le nord du Nigeria, dans les pays en guerre, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Éthiopie, la Somalie, des petites poches qui sont dues au fait que pour des raisons politiques ou religieuses, les gens ne sont pas vaccinés. Donc ça reste une infection qui devrait disparaître et qui est toujours là. Alors, ces eaux, on a appris peu à peu à les contrôler avec la naissance de la microbiologie, et c'est le maire de Lyon, Antoine Gailleton, qui va créer en 1889 le premier bureau municipal d'hygiène de la ville de Lyon. Et c'est un Auvergnat, Gabriel Roux, un médecin, qui va en prendre la direction, assurer la direction pendant de nombreuses années. Alors, on a vu que l'épidémie de typhoïde de 1928 avait beaucoup marqué les esprits, il y avait beaucoup de morts. Et c'est là qu'à la suite de cette épidémie, on va construire un laboratoire donc, de la ville de Lyon, donc un laboratoire de Saint-Clair que vous connaissez, en 1932, et il va fonctionner jusqu'en l'an 2000. Donc, pour contrôler l'eau de Lyon. Et ici, vous avez des images de ce laboratoire de Saint-Clair dans les années 50, donc on contrôlait la nature de l'eau servant d'alimentation. Vous voyez, il y a quelque chose d'amusant. Vous voyez cette affiche, ici on a mis danger de mort. En fait, l'eau, bon, c'est peut-être pour éloigner les curieux. Et puis en 2000, le laboratoire va être transféré puisqu'il était insuffisant pour analyser l'ensemble de l'eau. Alors pour terminer, je voulais revenir sur les infections dues à l'eau au niveau de la planète. Donc on estime qu'il y a environ 1-2 millions de personnes, surtout des enfants, qui meurent d'infections d'origine hydrique dues à des bactéries, salmonelle, shigelle, etc., campylobactères, des virus, fièvre jaune, hépatite, etc., les rotavirus chez les enfants, des parasites, on a vu le paludisme tout à l'heure, et on a aujourd'hui un autre problème, et là vous aurez un très bel exposé demain, sur les eaux usées avec la présence du Covid-19. Vous voyez, par exemple, dans la région parisienne, mais là je ne vais pas déflorer le sujet, puisque vous avez une très belle conférence demain soir par Alain Vachon, donc sur ce thème du Covid-19 dans les eaux. Alors pour terminer, donc, vous le savez, l'eau, ça reste un immense défi. Il y a de très nombreuses parties de la planète où l'accès à l'eau potable est difficile, en particulier l'Afrique, des zones d'Asie ou d'Amérique du Sud. Et c'est le gros problème, on en parle tous les jours dans les médias, c'est bien sûr le réchauffement climatique.
réchauffement climatique, la banquise qui fond, la sécheresse extrême, la pollution également, et puis aussi les preuves indirectes, par exemple les grands incendies qu'on trouve en Australie ou en Californie récemment, ou les tsunamis. Donc ça, c'est des phénomènes physiques, mais au point de vue infection, ce réchauffement climatique a également des implications. Je vous donne quelques exemples ici. Comme l'augmentation de la température touche toute la planète, bien sûr, vous avez une très forte évaporation qui donne un aspect plus humide dans l'environnement, qui favorise les épisodes diarrhéiques. Par exemple, on estime qu'en 2030, il y aura 10% de plus d'épisodes diarrhéiques, une des causes importantes de mortalité. Également, il y a un phénomène qui prend naissance dans le Pacifique, c'est le phénomène El Niño, et on a pu montrer qu'il y avait une corrélation entre le phénomène El Niño, donc un réchauffement au niveau de l'eau du Pacifique, et les épidémies de choléra en Afrique de l'Est qu'on rencontre extrêmement fréquemment. Et puis, on va voir arriver aussi, on le sait déjà, hein, où on a trouvé des cas de dengue à Caluire l'année dernière, 2 cas de dengue autochtones, on voit arriver des maladies qu'on ne soupçonnait pas. Donc, il risque d'y avoir augmentation de la maladie de Lyme due à l'augmentation des tiques, et puis aux vecteurs de différentes infections comme la dengue. Et tout ça est dû au fait que, du fait du réchauffement climatique, on passe beaucoup plus facilement, rapidement, du stade larvaire au stade adulte. Donc, on multiplie les causes d'infection. Je vous ai résumé sur cette diapositive, vous voyez, les associations entre réchauffement climatique et infection. Donc, on les a déjà évoquées, le paludisme, la dengue, la maladie de Lyme, les infections, le choléra, et puis, bien sûr, les infections avec des entéropathogènes, comme les salmonelles ou autres. Alors, pour terminer, ben, le futur, on ne le connaît pas bien, hein, il y a de grosses questions, néanmoins, le futur, il n'est pas très, très optimiste, comme vous l'avez vu dans mon exposé. Alors, pour terminer, je voulais aussi vous dire, vous encourager à visiter le site de la pompe à Lyon et surtout les pompes de Cornouailles avec des visites organisées sous l'autorité de Bernard Frangin et de Robert Genac, extrêmement intéressant. Et puis aussi les ouvrages qui permettent de mieux connaître cette actualité, donc au niveau de l'eau à Lyon, et puis des conférences qui sont organisées sur le thème. Voilà, je vous remercie et puis je reste à votre disposition si vous avez des commentaires ou des questions. Merci. Merci Jean pour cette présentation. Alors, des participants ont posé quelques questions dans la discussion, donc je vais vous les énoncer. Donc, un des participants a lu que les Lyonnais appelaient les habitants des Dombes ventre jaune. Savez-vous pourquoi? Pardon, ils appelaient les habitants des Dombes? Ventre jaune. Alors, ben, je pense que c'était un problème d'hépatite ou autre, mais je ne sais pas si c'est directement lié au paludisme. Alors, j'avoue que je ne sais pas là. D'accord. Peut-être un problème hépatique, mais peut-être cette personne a un commentaire à faire. Non, j'avoue que je ne sais pas là. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le paludisme était la principale cause de mortalité. Oui, alors c'est peut-être ça en fait. Je pense que c'est en fait quelqu'un qui, oui, c'est lié au paludisme, c'est-à-dire la mortalité était très importante. Vous avez vu mon expérience de vie de 24 ans d'ombre, etc. Et les gens étaient extrêmement diminués physiquement, c'est-à-dire lors de la conscription, par exemple, au milieu du 19e siècle, pratiquement tous les conscrits, la conscription était devenue obligatoire au milieu du 19e siècle, mais il y avait énormément de gens qui venaient de la Drôme, qui étaient exemptés du service militaire parce qu'ils avaient un aspect qui était extrêmement faible par rapport aux autres populations, Auvergnats ou autres. D'ailleurs, dans la Drôme qui était constamment dépeuplée, on faisait venir des Auvergnats qui certainement à leur tour se contaminaient pour venir faire les travaux par exemple. Donc je pense que c'est lié à ça. En tout cas, ils avaient une très très mauvaise santé à l'époque jusqu'à la fin du 19e siècle. Alors, on a deux autres théories dans les commentaires pendant que vous nous expliquiez cette hypothèse. Il y avait le fait que peut-être que c'était lié à l'alimentation et aux personnes qui mangeaient de la farine de maïs, donc jaune. Ou alors, peut-être que les habitants des Dômes cachaient des pièces d'or entre leur ventre et leur ceinture. J'avoue que moi je pense que c'est surtout parce qu'ils étaient touchés par les fièvres, mais il y a peut-être une autre raison.
pour rester sur le paludisme, on nous demande si l'assèchement des marais est le seul moyen de lutte contre le paludisme. Qu'en est-il des essais de traitement? Est-ce qu'il y a un vaccin? Oui, alors il y a plusieurs questions. Euh, on s'est aperçu, parce que nos ancêtres avaient beaucoup d'observations, on s'est aperçu que le paludisme, surtout vers la fin du siècle, du 19e siècle, était dû aux larves d'Anophèles. Donc on a commencé dans la Dombe à utiliser le pétrole pour essayer de les inactiver. Donc c'était dans les années 1880-1890, mais c'est vraiment l'assèchement des marais qui a fait chuter le nombre de cas de paludisme dans la Dombe. Le dernier cas autochtone, il date de 1920. Enfin, donc le dernier cas réellement rapporté dans la Dombe, c'est les années 20, les années 30, donc il n'y a plus eu de cas. Alors la deuxième question, c'est on a pris actuellement, bien sûr, on prend des précautions, on utilise des produits répellents, en particulier, vous avez vu ces masques avec des filets, qui sont induits de produits qui vont être répellants, c'est-à-dire qui vont faire fuir les anophèles ou autres, c'est comme ça qu'on doit s'habiller dans les zones impaludées, hein, on porte ces vêtements. Et puis, bah, le traitement, c'est la quinine depuis longtemps, des dérivés de la quinine. Et par contre, il n'y a pas, malheureusement pas de vaccin. C'est pas comme le Covid, hein. Le vaccin pour le palu, ça fait longtemps qu'on essaie d'en trouver un. Ce sont des parasites avec des cycles complexes qui font que la mise au point d'un vaccin, pour le moment, c'est un échec. Donc, c'est vraiment la prévention qui permet de prévenir le paludisme. Éventuellement le traitement, mais il n'y a pas la prévention avec le vaccin. Donc, il n'y a pas de vaccin contre le palu actuellement. D'accord. Est-ce qu'il y a un risque de retour du paludisme ou des différentes maladies que vous avez pu évoquer ce soir à l'avenir à Lyon? Oui, ben, c'était ma conclusion, vous l'avez vu. C'est-à-dire, le paludisme, non, et il aura disparu. Par contre, il y a des maladies hein, qui sont dues directement au réchauffement climatique. Hein, c'est ce que j'évoquais. On a eu deux cas de dengue autochtones, des gens qui n'avaient jamais quitté Lyon, enfin, en tout cas la France, qui ont récupéré la dengue l'année dernière à Caluire. Donc, c'est-à-dire, on voit apparaître ce type d'infection directement lié au réchauffement climatique. J'évoquais les larves, la maladie de Lyme, par exemple, c'est quelque chose qui risque de s'accroître dans les prochaines années. Enfin, on nous demande si faire bouillir l'eau suffit à détruire les différentes bactéries ou virus évoqués dans cette présentation. Oui, je dirais oui. Oui, oui. Mais ça, c'est pas nouveau. Alexandre le Grand le faisait déjà 300 quelques ans avant Jésus-Christ. Il obligeait ses soldats à bouillir l'eau. Et les soldats romains, par exemple, avaient très souvent avec eux une petite fiole d'eau d'alcool ou de vinaigre pour éradiquer les bactéries qui pouvaient être présentes. Mais effectivement, c'est ce qu'il y a de mieux. Faire bouillir l'eau, ça marche très très bien. Pour ces bactéries ou les virus que j'ai évoqués. D'accord. Alors, je ne sais pas si les participants ont d'autres questions. Je crois que nous les avons toutes évoquées. J'en rajouterai une sur le choléra. Est-ce qu'il y a un vaccin, un traitement ou aussi vous parliez de vaccins par prise orale et ça semblait être une belle opportunité peut-être pour les pays en développement où la conservation des vaccins dans des flacons liquides est parfois difficile. Alors, est-ce qu'il y a des perspectives de ce côté-là? Alors, le vaccin sur le choléra, les premières tentatives ont été faites à Barcelone en 1890, mais pendant très longtemps, ça ne marchait pas bien. C'est-à-dire ça marchait à peu près à 50% de protection. Et il y a une étude suédoise qui a été faite il y a 2-3 ans, une méga étude qui semblerait montrer qu'on se rapproche d'un vaccin, mais ce n'est pas encore un vaccin qui marche à 90%. Alors le choléra, vous avez compris, c'est la prévention. C'est-à-dire, comme vous le disiez, bouillir l'eau, etc. Nettoyer les aliments avec de l'eau de Javel ou filtrer l'eau. C'est ce qui se fait par exemple en Inde. Les femmes, depuis très longtemps, hein, depuis des siècles, ont l'habitude de filtrer l'eau à travers leurs vêtements, leurs saris, et l'eau permet d'éliminer une grande partie du choléra. En fait, le choléra, je ne vais pas être trop long, mais je vous ai expliqué qu'il y avait certains phénomènes comme El Niño qui étaient en cause.
dans la propagation du choléra. En fait, on a montré que la bactérie se fixait sur des petits copécotes, hein, ces sortes de mollusques microscopiques qu'on trouve dans l'eau. Et chaque copécote peut héberger 5000 bactéries. Donc, quand l'eau se réchauffe, ces copécotes se multiplient, donc vont multiplier aussi le cas de choléra. Donc, vous voyez une association très étroite entre réchauffement climatique et choléra. Donc, on n'est pas au bout de nos peines, c'est ce que je voulais dire. Effectivement, s'il y a un vaccin qui marche, ce serait le mieux, mais il y a l'accessibilité au vaccin. Vous avez compris, dans certains pays, c'est pratiquement impossible. Et puis le vaccin, simplement, ce n'est pas un vaccin parfait. D'accord. Et alors, on nous demande aussi, donc, est-ce qu'il y a un lien direct établi entre certaines maladies telles que le choléra, la diarrhée, avec l'eau? Parce que, oui, Ah bah je pense oui, que c'est oui, parce il est direct le que… lien là. Donc, Il est direct, hein. mhm. On avait les observations plus empiriques et maintenant on a pu confirmer cela avec les analyses de l'eau, j'imagine. Non, mais ce qui se passe, c'est que dans le cas du choléra, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les porteurs sains. C'est comme là dans le cas de la typhoïde. C'est-à-dire des gens qui sont contaminés. C'est une contamination très souvent humaine, hein. Et les gens sont contaminés, sont porteurs de la bactérie cholérique, mais sans le savoir. Donc, chaque fois qu'ils vont à la selle, c'est la même chose pour la typhoïde, ils peuvent disséminer la maladie. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les détecter suffisamment. Donc, ça fait que c'est très difficile à éradiquer. Donc, la mesure, ben, c'est de prendre des précautions, c'est-à-dire faire bouillir l'eau, comme vous le disiez, ou utiliser l'eau de javel, etc. Donc, il y a toutes sortes de techniques pour essayer d'enlever le bacille colérique. Très bien. Eh bien, nous avons évoqué toutes les questions qui avaient été posées. Euh, donc, je vais rappeler le titre de votre dernier ouvrage qui paraîtra en avril, De la peste de Justinien à la Covid-19, Histoire des infections à Lyon. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus? Ah ben là, oui, ça reprend une partie de ce que j'ai raconté ce soir, dans mon exposé ce soir, mais de façon beaucoup plus large, puisqu'on a traité toutes les maladies, la peste, etc. Donc, il y a toutes sortes de maladies qui sont traitées. Et puis aussi, j'ai essayé de développer l'histoire des hôpitaux à Lyon, qui est très, très riche, et des médecins lyonnais, qui est très riche également. Et puis l'aspect industriel, c'est le développement de l'industrie pharmaceutique, qui a été également très importante à Lyon. Donc, vous voyez, ça couvre différents domaines, le domaine purement médical, mais aussi le domaine industriel, et puis la prévention de façon large, donc avec les travaux des différents maires de Lyon, par exemple, qui vont développer l'hygiène publique à Lyon, surtout au cours du 19e siècle, puis aussi au cours du 20e siècle. Bon, c'est un gros ouvrage, hein. Je suis content de l'avoir terminé. Il fait à peu près 500 pages, très largement illustré. J'espère qu'il sera apprécié. Eh bien, félicitations. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Demain, la conférence portera sur la recherche et l'analyse de la COVID-19 dans les eaux usées comme outil de gestion de la crise Covid. Si vous souhaitez garder le contact avec Hydraulique sans frontières, vous pouvez nous écrire à l'adresse contact@hydrauliquesansfrontières.org. Enfin, si vous avez encore quelques minutes à nous accorder, nous allons partager un sondage de 3 questions auxquelles vous pouvez répondre. Merci, bonne soirée. Merci. Merci Jean.
Jean, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien, Louis. Oui. Ouais, si vous voulez, vous pouvez quitter votre Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, puis présentation. au Et plaisir. puis, merci beaucoup en tout cas. J'espère que ça Merci, vous a Jean. intéressé, hein. C'était très intéressant. Ouais, ouais. Oui, on a Merci. beaucoup de commentaires hein, qui vous remercient et qui disent que c'est très intéressant, très instructif. Très bien, merci Pauline. Et Ouais. puis, si vous pouvez me communiquer le lien quand vous l'aurez, ce sera bien. Oui, Je le dès communiquerai à qu'on... mes amis. Oui, bien sûr. Très bien, on Ben, diffusera. je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci, bonne Merci, soirée. Au au revoir. revoir. Au Merci beaucoup. plaisir. Au revoir. Je vais attendre encore un petit peu. Je vois qu'il y a des pour le sondage et puis je mettrai fin à la conférence. Parfait. Merci Louis. Oui. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. Allô? 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 Oui, bonsoir. Vous m'entendez, c'est Badiawa? Moi, c'est Badiawa. Apparemment, j'ai pris la réunion en retard. Et ça veut dire que la réunion est terminée? Oui, allô? Vous m'écoutez là? Aïe, 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 aïe. Ouais. Vous m'entendez?